Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ce plateau, un plateau que vous connaissez à connaître. C'est parti pour Accès Direct, une demi-heure d'actu avec mes invités. Au sommaire, ce soir, je recevrai tout d'abord M. Dominique Dor, le maire d'Aix-les-Bains, qui est l'invité du jour. C'est ensuite Damien Dreux, président de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes, qui répondra à mes questions pour notre rubrique Écho. Et on terminera cette émission avec Mademoiselle Croziflette. N'oubliez pas, vous pouvez agir et interagir via nos réseaux sociaux, notamment notre page Facebook, pour réagir à cette émission. Bonsoir Dominique Dor, bonsoir Pauline. Bonsoir Seb. Bonsoir. Alors on va commencer avec toi Pauline pour le JT que tu présenteras tout à l'heure. Au programme ce soir, la police nationale, la gendarmerie et la commune nouvelle d'Annecy ont signé une convention unique en France. Et oui, c'est une première en France, tu l'as dit, c'est une convention police tripartite signée, donc Ville d'Annecy, police nationale et gendarmerie. Le but, c'est une convention de coordination. Elle fait suite à la fusion des 6 communes en janvier dernier. Et puis surtout, elle permet bien de créer une synchronisation entre les différents services. On vous expliquera tout dans le journal, c'est assez complexe, mais tous les détails tout à l'heure dans le JT. Et comme tous les 15 jours, c'est la série de la semaine. Et cette fois, c'est Jean-Paul Crespien qui nous emmène dans les coulisses de la filature Arpin. Et oui, c'est historique. Exactement 200 ans cette entreprise. Elle est spécialisée dans la laine de mouton de Savoie, bien sûr. Et rien n'a changé depuis un siècle. On fabrique de la même manière depuis 100 ans. Et donc Jean-Paul nous dira tout sur cette entreprise vieille de 200 ans. On passe à la revue de presse de ce mardi, mardi 10 octobre. On commence avec une bien mauvaise nouvelle pour Maïké Automotive, un des leaders du décolletage. Exactement, l'entreprise est basée à Bonneville. Alors on en a déjà parlé, depuis août dernier, le groupe industriel a été placé en procédure de sauvegarde. Alors pourtant les carnets de commandes sont pleins. Le groupe industriel, je le rappelle, il est spécialisé dans la conception de sous-ensembles complexes dans l'automobile et il possède 3 filiales dans la vallée de l'Arve, EMT, Précialpes et Franck-Épinard. 1400 personnes sont employées directement et 3000 via des sous-traitants locaux. Selon l'administrateur judiciaire, le groupe perd beaucoup d'argent, environ 1 million d'euros par mois. Et ses dettes cumulées s'élèveraient à 100 millions d'euros. Les salariés sont donc aujourd'hui dans l'attente d'un futur plan industriel. Prochaine étape, ce sera le 7 novembre prochain. Le tribunal de commerce de Grenoble rendra son avis sur la levée ou non du plan de sauvegarde. D'ici là, la balle est dans le camp de la direction et des actionnaires. On suivra ce dossier dans le JT. Dominique Dor, c'est compliqué pour les entreprises du décolletage en ce moment. Oui, c'est une industrie qui souffre. Une industrie qui a été un fleuron de nos 2 départements et qui aujourd'hui connaît des heures un petit peu plus difficiles. Oui. Et puis une bonne nouvelle avec une histoire assez atypique puisqu'un Haut-Savoyard se lance dans un tour du monde. Oui, c'est un périple original. Depuis vendredi, Luc Bayetto s'est lancé dans un tour du monde des cimes. Il est parti vendredi soir de la Tournette. Alors, il est mécanicien de formation, mais c'est surtout un montagnard expérimenté. Il fait du ski, de l'alpinisme, du parapente, du kayak, du vélo. Il part dans un esprit totalement nobel. Il dit qu'il va se laisser guider bien par ses rencontres et ses envies. Il voyagera grâce au 4x4 qu'il a bricolé et qu'on voit ici sur cette photo. Il a rendu habitable avec une cellule ultra légère de 120 kg. Ça va durer 2 ans son périple et vous pourrez le suivre sur son blog. Alors je donne l'adresse https://meettheworld.travel/ et puis on essaiera de le prendre de ses nouvelles tout au long de l'émission. Ça va durer 2 ans son périple, donc si on peut avoir des petits Skype avec lui, ça pourrait être sympa. Avec plaisir. Et toi, alors Seb, on commence avec les APL, on en parle beaucoup en ce moment. Oui, la baisse des APL, effective depuis le 1er octobre dernier. Et on a une initiative assez osée de la part de Haute-Savoie Habitat, puisque la fédération OPH de Haute-Savoie a décidé de fermer tous ses points d'accueil le mardi 17 octobre pour protester justement contre cette baisse des APL de 5 €. Sur l'affiche, on peut lire « Quand on coupe dans les APL, on est perdant à tous les étages ». Sachez qu'une pétition contre cette baisse circule sur le site vivelapl.org. Et puis une saturation de collèges. Oui, ça se passe du côté de Régnier-Esséry, où le collège de la Pierre-au-Fay est complètement saturé avec plus de 800 élèves, des élèves qui peuvent avoir jusqu'à 9 heures d'études par semaine. En 2022, 2 nouveaux collèges ouvriront, à Vétramontou et à Valéry, mais donc pas à Régnier-Esséry, ce qui aurait pu soulager un peu la situation. Pour tenter de trouver une solution, le département envisage de délocaliser enfants et cours au lycée agricole de Contamine-sur-Arve, une idée qui inquiète fortement les parents d'élèves et même le directeur académique Christian Bovier. Merci. Merci à toi, Pauline. Je te laisse finir de préparer ton JT. Exactement, merci. Dominique Dor est donc notre invité du jour. Dominique Dor, rebonsoir. Merci d'être notre invité dans cette émission. Une première question, comment allez-vous? Je veux dire politiquement parlant. Politiquement parlant, je n'ai pas le temps de trop me poser la question. Je suis maire d'Aix-les-Bains, président de l'agglomération Grand Lac. Et donc, je n'ai pas trop de temps pour me poser des questions sur moi-même. Avec le recul, presque 4 mois, est-ce que vous avez trouvé les raisons de ce revers électoral lors de ces élections législatives? Il y a une raison majeure, c'est une abstention incroyable, jamais vue. Par exemple, dans ma circonscription, 10 000 votants de moins dans une circonscription française.
Donc, si vous voulez, ce n'est pas du tout comparable à ce qu'on a connu les fois précédentes. Et ça fait des résultats qui sont complètement différents. La faute à qui, cette abstention record? La faute, la faute, de mon point de vue, au président de la République, qui a réussi à faire en sorte qu'au fond, à mobiliser contre lui personne. Au fond, en disant faut lui laisser sa chance, etc. Donc, d'habitude, les électeurs se mobilisent contre, souvent contre, c'est triste à dire, mais c'est souvent comme ça. Là, il n'y a pas eu de mobilisation contre, donc pas de mobilisation du tout. Est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez dans cette campagne menée? Non, j'ai fait, je pense, ce que je devais faire. J'ai fait le tour notamment de toutes les communes, y compris les plus petites, donc en accordant la même attention aux plus grandes et aux plus petites. Et probablement, ça m'a desservi au final, mais je crois qu'il fallait le faire de toute façon. C'est sûr que si j'avais tenu compte seulement de la densité d'électeurs, je n'aurais pas fait ce tour des petites communes, ce que ma concurrente n'a pas fait. Et peut-être que c'était une erreur, mais je ne vois pas comment j'aurais pu faire autrement en étant le député sortant que de rendre visite à l'ensemble des communes. Si c'était à refaire, vous procéderiez de la même façon? Oui, je pense que je procéderais de la même façon. Le fait d'avoir été battu par quelqu'un de totalement inexpérimenté, est-ce que ça rajoute de la frustration ou de la déception? Un peu de déception, c'est-à-dire que ça donne une élection qui n'a, de mon point de vue, pas beaucoup de sens. Je parlais l'autre jour avec un leader socialiste de mon département, disant si tu m'avais battu, je comprenais, quelqu'un d'expérimenté, quelqu'un connu, reconnu. Bon, là, ce n'est pas le cas, donc c'est une espèce de coup de dé qui, non pas donne de la frustration, mais ressemble un peu à quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. Quel regard vous portez sur les premiers mois de mandature de Tiffany Degois? Je ne sais pas ce qu'elle a fait, à vrai dire. Vous voyez, son premier bilan, c'était de dire, je crois, j'ai voté 18 textes. J'aurais préféré qu'elle dise, j'en ai voté 17, et il y en a un sur lequel j'ai donné un point de vue différent. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que la seule bonne conséquence de cette défaite, c'est peut-être que vous avez encore plus de temps à consacrer à vos administrés à Aix? Oui, alors c'est ce que je vous disais au tout début. Moi, j'ai beaucoup de travail de toute façon sur Aix et sur l'agglomération qui vient de fusionner, qui prend des compétences nouvelles. Ouais, moi, j'ai pas de problème d'emploi du temps, d'intérêt de travail. J'ai beaucoup de choses à faire. Et en effet, j'ai plus de temps pour le faire. Je garde aussi un petit peu de temps pour moi-même, ce qui m'a quand même beaucoup manqué depuis 25 ans. Voilà, donc il faut faire d'un mal, j'essaie de faire un bien. Justement, à ce propos, les prochaines élections municipales devaient avoir lieu en 2020. On a appris qu'elles pourraient être déplacées à 2021 pour être regroupées avec d'autres scrutins. Est-ce qu'aujourd'hui, le 10 octobre 2017, vous savez déjà si vous allez vous représenter? Non, je ne sais pas, parce que je ne sais pas si la loi me le permettra. On rappelle. Oui, voilà, parce qu'il est question qu'on ne puisse pas faire plus de 3 fois le même mandat de suite. Bon, alors moi, je suis déjà dans mon 3e mandat. Donc ça veut dire que je ne pourrais pas en faire un 4e si la loi passe, ce qui n'est pas certain. Donc on ne peut pas répondre, je pense, à cette question aujourd'hui. En faisant abstraction de cette possible loi qui passerait, est-ce qu'il y a l'envie en vous? Oui, alors si vous voulez, ce qui est un peu paradoxal, c'est que j'avais préparé mon successeur, mon premier adjoint, Renaud Beretti, qui est prêt à y aller, qui est prêt à démarrer, qui connaît aussi bien le métier que moi. Donc il ne faut pas non plus rester trop longtemps dans la même fonction, surtout si on a un successeur qui est prêt. Donc on verra, il faudra le faire, je le choisirai avec lui, avec ma 2e adjointe aussi, Mme Ferrari. Voilà, c'est à 3 probablement, 3 ou 4 qu'on va décider de cette suite ou pas. C'est rare ce genre de discours chez des politiques, de dire savoir passer le tour, faire la place aux plus jeunes, c'est assez rare? Oui, ça c'est rare. En général, celui qui est en place tue les successeurs. Moi, j'ai essayé de les préparer et je pense qu'ils ont plus de talent que moi. Donc, il ne faut pas non plus que je bouche l'horizon pendant 25 ans. Qu'est-ce qui vous reste à accomplir en tant que maire dans ces dernières années de mandat? Malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, le travail n'est jamais fini. Une ville, c'est un organisme vivant. Ce que j'ai fait il y a 20 ans, il faudrait pratiquement le refaire aujourd'hui. Tout est à recommencer. On a des enjeux, des défis monstrueux sur les questions financières. L'État veut encore prendre 13 milliards aux collectivités, donc il y a des conséquences qui sont terribles. On a un immense chantier en centre-ville avec la reconversion des anciens thermes nationaux. Si vous voulez, voilà, on déborde, vient de lancer un nouveau chantier de rénovation urbaine. Donc de toute façon, si vous voulez, il y a déjà sur les rails à Aix-les-Bains de quoi occuper 10 ou 15 ans de vie politique. Vous êtes satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'à présent? Vous avez le sentiment que Aix a franchi un cap sous votre mandature? En 2001, j'avais été élu sur le constat que la belle Aix-les-Bains s'était endormie. Bon, je
Je pense que c'est vraiment plus le cas. Donc si on me juge sur cet aspect-là des choses, qui était ma promesse de campagne, je pense que la belle s'est réveillée, peut-être trop. Puisqu'on commence à me dire aujourd'hui, mais il y a trop de grues, il y a trop de programmes immobiliers, il y a trop de ceci, il y a trop de cela. Donc voilà, c'est pas facile de garder l'équilibre. Mais oui, moi je pense qu'une ville qui ne croît pas, une ville qui n'augmente pas, une ville qui ne se développe pas est une ville qui régresse et qui meurt. On l'a vécu d'ailleurs avec Aix-les-Bains. Donc je pense qu'il faut continuer sur ce rythme-là. C'est compliqué de tenir les deux bouts de la chaîne. Alors vous avez été récemment co-signataire d'un courrier adressé au président Macron pour montrer une nouvelle fois votre opposition au projet Lyon-Turin. Oui, je considère que sur le Lyon-Turin, si le président de la République confirme qu'il souhaite faire une pause, je pense qu'il a raison. Moi, ça fait des années que je dis qu'il faut suspendre ce projet qui, pour l'instant, dans la réalité économique et financière du moment, ne correspond plus à rien. C'est un projet qui était utile, sans doute même bienvenu dans les années 80-90. Le monde a changé complètement, les questions de finances publiques sont devenues prééminentes. Et voilà, je pense qu'il faut au minimum suspendre. Pour moi, la pause, je souhaite qu'il la maintienne parce que je pense que c'est une erreur de continuer dans un chantier qui, pour moi, est pharaonique et n'a pas d'objet, n'a pas véritablement d'objet économique et social. Pour vous, c'est un projet qui ne sera jamais finançable, jamais rentable? C'est un projet qui sera jamais, j'en sais rien, je veux dire, je ne suis pas devin. C'est un projet qui, à vision humaine, n'est pas rentable, c'est sûr, et finançable à condition de continuer à creuser des déficits abyssaux. On peut toujours emprunter pour aller trouver 30 milliards d'euros. Mais voilà, dans les moments qu'on traverse, je pense que c'est totalement déraisonnable. Et pourquoi proposer une suspension ou un arrêt plutôt une pause plutôt qu'un arrêt définitif? Pour essayer de ne pas froisser, vexer tous ceux qui, depuis des années, militent pour. Je pense qu'il y a aussi des arguments pour. Je pense que c'est des arguments qui sont en suspens aujourd'hui, dans le contexte d'aujourd'hui, qui est un contexte durable. Bon, mais peut-être que dans 10 ans, on va s'apercevoir qu'il faut le faire, ou dans 20 ans. Donc voilà, je dis, moi je ne suis pas Dieu le Père, je ne suis pas devin. Je pense que c'est une erreur de continuer, je pense depuis le début que c'est une erreur de continuer. Peut-être qu'un jour, ce sera justifié. Votre famille politique, avec un grand tournant au mois de décembre, avec l'élection du président, comment est-ce que vous voyez les choses? On sait que les dépôts des candidatures ont lieu demain. C'est compliqué, exception faite de Laurent Wauquiez. Est-ce que vous pensez que ce scrutin a du sens? Je ne sais pas s'il a du sens. Il faut bien qu'il y ait un président du parti. Lapsus. Oui, président dans un parti, le principal parti d'opposition. C'est normal qu'il y ait un président. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est aux antipodes de ce que nos compatriotes, nos concitoyens attendent. Mais il faut bien le faire. Et Laurent Wauquiez est le seul candidat. Il ne faut pas qu'on se raconte trop de salade. C'est le seul qui a la maturité, la compétence, l'expérience pour prendre ce mandat. Alors après, on aime, on n'aime pas. Il a, comme tout le monde, comme vous, comme moi, des qualités, des défauts. Voilà, je pense que c'est une étape, en tout cas, qui est absolument nécessaire, même si, évidemment, elle ne passionne pas les foules. Justement, Laurent Wauquiez, selon vous, c'est l'homme de la situation pour mener, comme vous l'avez dit, la principale force d'opposition? Vous savez, moi, je suis pragmatique. Je regarde qui se présente. Il est le seul dont la candidature ait un sens. Voilà, donc il faut, oui, c'est bien sûr Laurent qui doit devenir notre président. Je pense que ça fait d'ailleurs pas beaucoup de doutes. Le fait que ces derniers mois étaient très compliqués pour les Républicains, cette élection, selon vous, elle aura l'avantage de ne pas régler les choses, qu'on sait que ça ne pourra pas se faire du jour au lendemain, mais en tout cas d'entériner un petit peu la hache de guerre, si c'est possible. Si c'est possible. Oui, alors bon, certains reprochent à Laurent d'être un peu clivant, donc c'est vrai que c'est sûrement pas un homme de grand rassemblement, mais en même temps, s'il est sur un positionnement un peu central, centriste, sur ce positionnement-là, il y a déjà beaucoup de monde. Donc probablement, il faut d'abord, c'est souvent comme ça que ça se passe en politique, rassembler ceux qui chez nous sont les plus militants, les plus convaincus, et ensuite s'élargir. Donc je pense qu'il a la capacité de faire ça. Dominique Dore, une dernière question plus personnelle. Vous l'avez un petit peu évoqué. L'après-politique, vous y avez déjà pensé? Oui, je regorge de projets depuis des années. Alors là, il y a de la frustration parce que je n'ai pas eu beaucoup de temps pour le faire. Mais voilà, j'ai une famille nombreuse, j'adore la peinture, je fais de la sculpture, j'aimerais voyager, je fais du sport. Voilà, donc j'ai mille envies que je n'ai pour l'instant pas assouvies. Et je pense que c'est bien comme ça. Il y a beaucoup d'hommes politiques qui sont trop exclusivement centrés sur la politique. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à nos questions. Merci. Vous faites bonne continuation. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Damien Dreux va prendre votre place, le président de l'Ordre des experts comptables Rhône-Alpes. Je vous invite, monsieur Dreux,
à me rejoindre sur ce plateau. Alors, on va parler avec vous de ces fameuses ordonnances de la réforme du Code du travail. Je dis fameuses parce qu'elles ont fait beaucoup parler. Oui, tout à fait. Avant toute chose, on a entendu beaucoup de choses, justement, sur cette ordonnance. En tant qu'expert comptable, est-ce que vous diriez que ce sont de bonnes dispositions? Oui, elles vont dans le bon sens. Elles vont permettre de moderniser, simplifier et sécuriser la relation employeur-employé. Prenons un cas concret, le CDD. Qu'est-ce que ça va changer, justement, pour les contrats à durée déterminée? Alors, les accords de branche qui restent à négocier pourront permettre de revoir le renouvellement des CDD, la période de carence entre deux CDD et la durée cumulée des CDD. Donc ça va se négocier branche par branche professionnelle. Est-ce qu'avec ces mesures, les entreprises, selon vous, seront plus disposées à embaucher? Oui, je crois qu'on va lever des freins psychologiques. On attend, ça ne sera pas la seule solution, mais on espère sincèrement, alors qu'il y a une reprise depuis 18 mois, les chiffres qu'on produit au niveau de notre profession le montrent, que cette loi travail sera un effet de levier pour lever des freins psychologiques à l'embauche. Alors, selon vous, pourquoi est-ce qu'elle fait autant parler, cette loi travail? Puisque là, depuis le début, vous nous dites que ça va plutôt dans le bon sens. Alors, je trouve qu'on en parle peu sur le fond. C'est-à-dire on va parler de quelques sujets, mais finalement, on n'est pas rentré dans le vif du sujet. Il y a des choses quand même très bien dans cette loi travail qui sécurise, et on prend en compte pour la première fois dans une loi notre tissu économique avec des TPE-PME et des modalités spécifiques pour les TPE-PME. Ça n'avait jamais été fait avant. Et donc ça, c'est une bonne chose. Et je crois qu'il faut rentrer, il y a quand même 36 mesures, certaines qui sont applicables tout de suite, d'autres avec décret. Il faut rentrer dans le vif du sujet. C'est notre cas au niveau d'experts comptables, puisqu'on organise des formations et c'est en cours. Il va vraiment y avoir des choses à faire dans les entreprises à ce niveau-là. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que les entreprises privilégient du coup les CDD au détriment des CDI? Non, non, non. Je veux dire, la relation employeur-employé, c'est une relation gagnant-gagnant. Donc il faut arrêter, le chef d'entreprise veut des salariés épanouis, parce que s'ils sont épanouis, ils réussiront dans leur travail. Donc ça, je crois que non, c'est un faux problème. On a besoin par contre de plus de flexibilité, et cette loi va dans le bon sens à ce niveau-là. J'ai lu que les CDI de chantier allaient être étendus aux autres secteurs d'activité. On rappelle, ce sont des contrats qui peuvent se terminer une fois les missions achevées et qui étaient pour l'instant, enfin jusqu'à aujourd'hui, uniquement utilisés dans les secteurs du BTP. Ça peut se faire sur d'autres domaines, selon vous? C'est applicable sur d'autres domaines? Alors pas l'industrie, pas la production, mais effectivement dans des activités de service, on peut imaginer que ça sera une solution par rapport à une nouvelle commande dans une TPE-PME, sans fin prononcée. Et donc le CDI de chantier pourrait être ou de mission, je préfère l'appeler comme ça, pourrait être une solution, effectivement. Il y a néanmoins beaucoup de réserves de la part des représentants des salariés par rapport à ce CDI projet. Vous les comprenez? Oui, et puis ça va rester, ça sera mis en place qu'au niveau, ils ont raison d'avoir de la réserve, on ne sait pas si on va avoir beaucoup d'applications, je crois que c'est pas une des principales mesures, moi je mettrai en avant personnellement, mais ça va être encore négocié branche par branche. Hein, c'est la branche qui reste légitime sur la mise en place des CDI de chantier ou de mission. Alors, autre point important que je voulais évoquer avec vous, le télétravail qui est lui aussi réformé avec un avancement significatif. Tout à fait. La loi prend en compte quelque chose de moderne avec le télétravail. Moi, je préfère parler de travail à distance. Hein, pourquoi pas des espaces de coworking organisés. Ça va dans le sens du développement durable et je crois au télétravail occasionnel dans certaines activités, dont le service. Et donc la loi prévoit que l'employeur pourra établir une charte pour simplifier l'organisation du télétravail occasionnel en fonction des besoins et des envies des salariés. En quoi c'est important de valoriser le télétravail ou le travail à distance, comme vous dites? Parce qu'on a de plus en plus de régions, de métropoles ou de grosses villes. Et la Haute-Savoie aussi est l'exemple de problèmes de circulation. Et de temps en temps, dans la semaine, une journée par semaine, donner la possibilité à un salarié de travailler de chez lui ou dans un espace de coworking à côté de chez lui. Il va gagner du temps de trajet, il va travailler pour la planète. Et est-ce qu'il va gagner de la productivité? Oui, oui. Hein. Il pourra pas. Je suis plus un partisan du
télétravail occasionnel, parce que je crois qu'on a besoin aussi de se rencontrer, de travailler en équipe, à part certains métiers. Mais le télétravail occasionnel, quand on a à faire un travail individuel, est tout à fait adapté. Un petit mot sur la rupture conventionnelle collective. Jusqu'à présent, les ruptures conventionnelles étaient pratiquées de manière individuelle. Désormais, avec cette réforme, elles pourront se pratiquer de manière collective. Est-ce que c'est quelque chose qui peut remplacer les plans de départ volontaires? Ce n'est pas ce qui va nous intéresser dans les TPE-PME. Ce qui va nous intéresser dans les TPE-PME, c'est surtout la sécurisation du licenciement, à la fois pour le salarié et l'employeur, avec des CERFA qui seront à compléter. On va avoir un droit à l'erreur pour les chefs d'entreprise. Les vices de forme ne rendront pas caduc le licenciement. Et donc ça, c'est une bonne chose parce que ça va sécuriser quand même les employeurs qui pouvaient être le frein, retenir des embauches, alors que là, ils se sentiront en sécurité. Par rapport justement à cette sécurisation des licenciements, un sujet qui fait un petit peu jaser, le plafonnement des indemnités prud'homales. C'est quoi le but vraiment de cette mesure? C'est quoi? C'est désengorger les prud'hommes qui aujourd'hui apparaissent complètement saturés? Non, parce que le nombre de prud'hommes est en nette diminution sur les deux dernières années, avec ce qui avait déjà été mis en place avant. Aujourd'hui, on avait quand même une tendance à dire un licenciement. Je vous rappelle qu'on parle bien de l'indemnité prud'homale, qui vient donc en plus de l'indemnité de licenciement. C'est une indemnité pour licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Cette indemnité prud'homale, effectivement, va être encadrée dans un barème qui est très large, qui va de 1 mois à 20 mois, suivant l'ancienneté du salarié ou la taille de l'entreprise. Donc la marge est énorme, mais ça permettra peut-être d'éviter des abus où automatiquement on avait 6 mois, ce qui pouvait peser, encore une fois, sur les petites entreprises qui se disaient d'une part, je licencie et je me suis fait retoquer, et derrière je prends encore 6 mois alors que j'avais quelqu'un qui est resté 5 mois dans mon entreprise, quoi. Et ça mettait en péril des petites entreprises. Selon vous, le Code du travail, c'est quelque chose qui doit sans cesse évoluer, ou est-ce que c'est préférable de rester dans des positions un petit peu figées? Mais là, ce que prévoit cette loi, elle ouvre le dialogue. On n'a pas parlé d'un point qui me paraît essentiel. Allons-y. C'est l'accord d'entreprise. Aujourd'hui, avec cette loi, une TPE-PME de moins de 20 salariés sans représentant du personnel, et ça arrive parce que moins de 11, on n'a pas de délégué de personnel, de 11 à 20, on pouvait avoir un PV, c'est un cas de figure qui se PV de produit. carence, on ne pouvait rien faire. Aujourd'hui, on va permettre à ces entreprises de se mettre autour de chef d'entreprise, de se mettre autour de la table avec ses salariés, et à partir du moment où l'accord est ratifié aux 2 tiers, que ce soit sur des problématiques de primes, de gestion du temps de travail, de modulation du temps de travail, pour des périodes courtes, et on sait que les entreprises, l'activité évolue, tous les 6 mois pourront faire des accords et ça permettra de sécuriser cette relation employeur-employé. Merci en tout cas Damien Don, on rappelle, vous êtes le président de l'ordre régional des experts comptables. J'espère que vous avez pu éclairer nos téléspectateurs. Merci à vous. Allez, pour finir cette émission et avant de retrouver Pauline pour le JT, place à une nouvelle rubrique avec mademoiselle Croziflette. Pour Virgule, on en parle. Tous les 2 mois, Anne-Sophie Thomas, alias Mademoiselle Croziflette, blogueuse sur Annecy, nous fait découvrir ses bons plans sur la région. On débute avec une bonne adresse en plein centre d'Annecy. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous emmène chez le Baroudeur qui se situe au centre-ville d'Annecy. Le restaurant passe assez inaperçu à première vue, mais vous allez voir, quand on entre à l'intérieur, c'est une autre ambiance qui nous attend. Venez avec moi, je vais vous présenter le chef des lieux. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Ouais, bien. Bon, comme tu le sais, aujourd'hui je suis en immersion dans ton restaurant. Pour un peu découvrir ce que vous faites et puis peut-être même participer. Et en fait, je crois que t'as pas trop le choix parce que j'ai tout prévu. J'ai tout prévu. On t'a préparé quelque chose de bien gourmand. Nickel. Et bah tu vois, j'ai préparé mon tablier et on va pouvoir commencer. Alors, qu'est-ce que tu prépares du coup aujourd'hui? Alors, on va préparer des brookies. Qu'est-ce que c'est? Donc le brookie, c'est un mélange de brownie et de cookies. Donc quelque chose d'assez gourmand. On le fait beaucoup en ce moment parce que c'est une recette qui fonctionne très bien et qui plaît à beaucoup de monde. Donc Ouais. on essaye de le faire régulièrement, tous les jours.
Après, il peut y avoir bien évidemment d'autres recettes qu'on propose avec le menu du jour. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça se passe pour Donc le réaliser? concept est très simple, on fait un brownie, on fait un cookie et on va les superposer en 2 couches. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il te faut pour ta recette? Alors pour la recette, donc il faut pour la partie brownie, il faut du chocolat Ouais. noir. Le mieux c'est d'avoir 40% de cacao avec du beurre. Donc on fait chauffer au bain-marie ou alors au four. Ici on fait tout chauffer au four. Ok. Des noix de pécan, de la levure chimique, des œufs, du sucre complet et de la farine. Et pour la partie cookie, donc des pépites de chocolat noir, des œufs, du sucre, de la farine et du beurre. J'ai cru comprendre du coup que la plupart de tes produits étaient bio. Oui, tout à fait. Comment est-ce que tu les choisis justement tes produits? Donc je choisis mes produits par rapport déjà à la saisonnalité. Bon, des fois c'est pas toujours très évident, mais on essaye de toujours utiliser des produits frais, de saison, parce que l'humeur va avec la saison. Voilà. D'accord. Donc principalement soit des produits issus de l'agriculture biologique, soit des produits frais qui sont issus des producteurs locaux. Et pourquoi justement c'est important pour toi d'avoir ce type de produit bio? On va dire qu'en premier lieu, ce sera par rapport à leur saveur. Ouais. C'est sûr que Ouais. les gens nous disent mais comment vous faites pour que ce soit bon? Quand je refais à la maison, c'est pas pareil. Nous, on mise vraiment sur la qualité des produits. Ça nous tient à cœur. Et puis aussi par rapport au respect de certaines normes, au respect de certaines cultures, des productions, le Ouais. commerce équitable, des choses comme ça. Pour ma part, quand je veux faire un petit plat, je vais sur Marmiton et j'essaie de refaire la même chose. Alors je vous cache pas que niveau rendu, ça n'a souvent rien à voir. Et je voulais savoir, toi aussi Sébastien, tu vas sur Marmiton pour Non, avoir toutes ces pas belles idées exactement. recettes? Mais je m'inspire quand même de certaines choses sur Internet. Ouais. Donc déjà, je m'inspire des erreurs de mes sœurs, parce qu'elles font beaucoup de bêtises et finalement, ça donne Ça des marche comme résultats ça. vraiment très bons la plupart du temps. Mais on s'inspire aussi beaucoup des clients, de ce qu'ils Ouais. aiment, des réseaux sociaux, surtout aussi de ce qui se fait sur Instagram, les tendances, Ouais. sur Pinterest, Pinterest, des c'est choses vrai. comme ça. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une source d'inspiration pour nous. Et puis surtout ce qu'on aime, quoi, ce qu'on aime manger. Ouais. On fait des mélanges, on fait des tests. Voilà, c'est pas D'accord. très bon pour les kilos, mais c'est pas grave. On prend beaucoup de plaisir à faire notre travail. Donc, Ça, c'est chouette. Voilà. D'accord. Et depuis combien de temps du coup tu es passionné par la cuisine? Ça fait très longtemps. Ça fait, je dirais, oui, une bonne Ah oui. dizaine d'années. Alors du coup, ce qui est bien chez le baroudeur, c'est que en plus de tous ces produits de qualité, c'est que vraiment il y a une ambiance chaleureuse, relaxante. Donc déjà de par votre accueil à vous tous, mais aussi par toute cette déco. Là, on voit autour, on est vraiment bien assis dans ces beaux fauteuils. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui as l'initiative de la déco ou est-ce que tu as déniché tout ça, Oui. toutes ces belles choses? Bah, la passion, c'est ma passion. Ma passion. La décoration, c'est ma passion. Donc, Ouais. à la base, c'était vraiment le concept, c'était de mettre en avant la décoration. On va dire que tout ce qui est cuisine et boissons, c'était à côté. Je voulais vraiment un endroit où je puisse faire découvrir un peu mon univers, un peu mon petit bazar. Depuis quand le baroudeur est ouvert? Alors, on a ouvert en juin 2017, donc ça fait... Ok. non, 2016, pardon. 2016? Ouais, D'accord. 2016, Ouais, donc c'est ça tout fait 1 récent. an et 3 mois qu'on a ouvert. Ok. Voilà, et on est très contents. On a déjà une belle clientèle qui est très fidèle, on les remercie. Et vraiment, c'est vraiment une belle aventure, une aventure familiale à la base et vraiment on est très contents. Ok, ouais, donc du coup vous faites ça en famille, donc il y a ta sœur avec Voilà. qui tu travailles. Donc je travaillais avec mes 2 sœurs, donc il y en a une qui a dû déménager, donc qui est partie, et donc là il reste la 2e sœur, Ouais, et on a un petit nouveau qui commence là pour la partie bar le soir. d'accord. Donc voilà. Ouais, parce que du coup vous faites plein de choses, le brunch, Voilà, on le commence midi. vraiment le petit déjeuner le Ouais. matin à partir de 9h jusqu'à maintenant, donc 23h30 Ouais. pour le bar à vin, bar à bière, en passant par le midi. Donc on fait la formule midi, entrée, plat, dessert, Ouais. petite restauration qu'on retrouve d'ailleurs sur Menu du jour, l'application mobile ou sur notre application mobile également.
Et voilà, et puis toute la journée, on peut venir manger. C'est chouette. Donc je peux les venir pâtisseries. passer mes journées ici Voilà. tous les jours. On fait une formule d'ailleurs work. Ouais. Donc on peut passer toute la journée avec l'accès Wi-Fi, boissons à volonté et gourmandises, trois gourmandises inclus. J'étais loin d'imaginer un aussi beau goûter, donc merci beaucoup Sébastien. Avec plaisir. Et puis je vais te laisser le mot de la fin, donc quartier libre. Pourvu que ça dure. On est très content d'avoir créé ce qu'on a créé aujourd'hui et voilà, j'aimerais remercier particulièrement mes sœurs qui m'ont accompagné dans ce projet et aussi ma famille et mon conjoint qui est là tous les jours pour, pour me supporter après mes longues journées de travail. Voilà, et puis merci à la clientèle de nous être fidèles et de nous apporter autant de bonheur et autant de joie dans ce qu'on fait et de reconnaissance surtout. Voilà, merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est une de mes adresses coup de cœur du moment. Alors je vous dis à bientôt pour de nouveaux bons plans resto. Et puis surtout, notez bien l'adresse, c'est le Bar Odeur, 9 rue de la Gare à Annecy. À bientôt. On retrouvera avec plaisir. Pauline, tu m'as rejoint sur ce plateau. On va te retrouver juste après pour le JT. Un petit mot sur ce qui va être au sommaire. Alors, le premier titre, c'est une première en France. C'est une convention entre la police tripartite qui a été signée entre la ville d'Annecy, la police nationale et la gendarmerie. On vous expliquera exactement tout ce que c'est et à quoi ça correspond, cette nouvelle convention. Et puis le deuxième titre, c'est le début de la série de cette semaine. Ça se passe du côté de la filature Arpin. 200 ans d'histoire pour cette entreprise. Jean-Paul Crespi est allé en immersion. On découvrira cette entreprise vieille de 200 ans. Merci Pauline, on te retrouve tout de suite après cette émission. Merci à vous pour votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain, même endroit, même heure, avec Guy Chaumereuil pour parler du Grand Bivouac, Miss Pays de Savoie et Julien Segretin qui nous parlera de son aventure en paddleboard. Merci, bonne soirée, bye bye.